Allez, c'est parti. La première de la journée. On n'a pas chauffé la voix encore, mais bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver là pour cette conférence où on voulait mettre un peu l'URPS en avant, ou les URPS en avant. Je vais déjà présenter mes amis. Guillaume Rall, qui est président du SNMKR, qui naît à Orléans, ou juste à côté d'Orléans, juste à Olivet. Non Maropré, personne ne connaîtra. Ah ouais, bah effectivement, on ne connaît pas. Voilà. Et Sébastien Tessuto, qui est conseiller politique pour le SNMKR, qui a été élu RPS, ordinal aussi, tu as fait, non? Un peu, ouais, voilà. Voilà. Moi, je suis donc Xavier Dufour. Je suis kiné libéral à Paris, tout près. Je m'occupe un peu d'ITMP quand même une grosse partie de mon temps. Je suis encore élu ordinal à Paris. Et en même temps, j'ai été attrapé au vol par notre ami commun Yvan Tourjanski pour être à l'URPS kiné Île-de-France. Donc, ce qui a été une âpre négociation avec ma femme, qui m'avait dit « Tu ne prends plus rien d'autre si tu n'abandonnes pas autre chose ». Donc, j'ai abandonné la trésorerie du Conseil de l'Ordre pour pouvoir venir à l'URPS. Voilà. On va vous parler ce matin un peu de ce qu'on fait à l'URPS. Qui sait déjà ce qu'est l'URPS ? Ah ouais, tout ça quand même. Qui donc qui est libéral? Ok, donc vous votez régulièrement pour l'ordre, pour l'URPS et compagnie, vous le savez ou? Ouais, accessoirement, vite fait. Je vais peut-être laisser à Guillaume le soin de nous dire comment et quand est né l'URPS et ce que c'est ou ce qu'on y fait, la mission. Je te laisserai réagir évidemment sur la thématique pour laquelle vous êtes venu aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les URPS, ce sont des associations où il y a des kinés libéraux, comme vous, comme moi, comme Xavier, comme Sébastien, et où l'objectif, c'est d'améliorer la coordination des professionnels à l'échelle de toute une région. Et à l'échelle de toute une région, évidemment, on peut faire des projets en tant que kiné, pour améliorer, pour faire des actions de prévention, pour faire, etc. Mais on peut aussi avoir des projets en interpro parce que les URPS, ce n'est pas que des associations pour les kinés. Il y a des URPS pour les médecins, il y a des URPS pour les dentistes, il y a des URPS pour les orthophonistes, etc. etc. Et donc ces associations-là, à l'échelle régionale encore une fois, je le dis parce qu'il y a d'autres sigles dans le champ de la santé qui arrivent, peut-être que vous avez déjà entendu parler aussi du mot CPTS. Ça vous dit quelque chose? Ouais, CPTS, vous voyez, c'est à l'échelle de votre territoire, vous faites des projets avec d'autres professionnels de santé. Bah là, c'est un raisonnement un peu identique, mais à l'échelle régionale, en lien avec l'ARS directement. Donc, on peut être amené à faire des projets ensemble. Et quoi de plus symbolique, on va dire, dans la relation entre les kinésithérapeutes et les dentistes que le traitement des pathologies oromaxillofaciales. D'ailleurs, petite question, qui fait la rééducation maxillofaciale ici? Ok, donc une toute petite majorité, ou une grande minorité. Déjà, la première chose, avant de laisser la parole à Xavier, l'un des sujets qu'on peut se poser, et vous allez comprendre aussi pourquoi on est là en tant que représentant syndical, entre guillemets, parce que notre rôle, c'est aussi vous représenter. Est-ce que vous savez, question toute bête, hein, mais ça, c'est notre rôle d'y répondre, est-ce que vous savez si les dentistes ont le droit de prescrire de la rééducation maxillofaciale? Ouais. Eh ben, jusqu'à pas longtemps, le Conseil de l'Ordre disait que non. Ce qui a fait flipper un certain nombre de professionnels qui disaient « mais donc c'est-à-dire que si jamais les dentistes n'ont pas le droit de prescrire la rééducation maxillofaciale, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas le droit de coter dans la nomenclature dès lors qu'un dentiste ou une dentiste prescrit? Et donc ça veut dire que je suis en danger vis-à-vis de la Sécu ?» Donc je vous rassure, vous avez la bonne réponse. Voilà. Mais il a fallu quand même se battre un petit peu juridiquement parce que est-ce qu'une prescription d'un dentiste est une prescription médicale? La réponse est oui. Et la deuxième chose, c'est que il a fallu, regardez, c'est notre rôle justement d'aller regarder les textes pour comprendre comment ça fonctionne. Les dentistes ont le droit de prescrire tous les actes et techniques qui relèvent de l'art dentaire. Voilà. Et l'art dentaire au sens large, ça comprend les fonctions oromaxillofaciales et qui font que si jamais, et ça c'est un petit tip que vous pouvez donner aux gens si jamais certains vous disent non mais attention si tu fais de la rééducation maxillofaciale et que tu as des dentistes qui te prescrivent, tu n'as pas le droit. Si, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et si jamais un jour vous avez un souci avec la Sécu vis-à-vis de ça, vous venez nous voir, c'est notre rôle. Parce que pour le coup, on a bien épluché les textes maintenant, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit d'en faire. Voilà. Maintenant, après, je te relaisse la parole sur la partie lien Île-de-France, parce que Sébastien vient d'Occitanie, moi de Centre-Val de Loire, donc ça, c'est votre bébé à vous.
Du coup, en Île-de-France, là, on a donc il y a ce qu'on appelle aussi une AIUF, hein, association inter-URPS, où ils se retrouvent entre professions. Moi, j'y vais pas trop, hein, j'arrive plus à tout faire. Mais du coup, l'URPS dentiste, nous, Île-de-France, nous dit, bah, on a quand même nous pas mal de professionnels qui ont des douleurs, et du coup, un petit peu de conseil ergonomique, ce serait pas mal. Voilà. Et donc Yvan, notre président, comme il sait qu'accessoirement je fais de l'ergonomie et j'ai un cabinet d'ergonomie et je m'occupe d'un diplôme universitaire en ergonomie, me dit bah, tiens, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour eux pour essayer de les aider. Voilà. Donc on a fait toute une petite série de vidéos avec l'URPS dentiste dans leurs locaux à Paris, là, qui sont plutôt sympas d'ailleurs. Euh, à côté de l'Arc de Triomphe, exactement. On a fait une série de vidéos pour eux et donc ça a permis de travailler ce côté interdisciplinaire. C'est que nous, kinés, finalement, on leur donne une série de conseils pour mieux régler leur siège, pour alors des choses qui peuvent nous paraître évidemment évidentes, mais qui manifestement ne le sont pas, et de pouvoir ainsi gérer l'aspect TMS. Voilà, donc ça c'est un premier point. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc important, il y a Laurence qui est de l'URPS dentiste qui devait être là ce matin, et elle a une fille qui a 1 mois et demi et qui est malade, du coup elle m'a appelé toute désolée ce matin à 8h en me disant je ne vais pas pouvoir venir. Voilà. Donc désolée, elle ne pourra pas être là. Le deuxième... Ouais. Le deuxième volet, donc ces vidéos, évidemment, vous pouvez les trouver en ligne directement sur le site de l'URPS Kiné ou de l'URPS Dentiste Île-de-France, et vous pouvez les retrouver sur YouTube aussi. Voilà. Donc l'idée, c'était de pouvoir partager, hein, au grand public ce qu'on sait faire. Voilà. Moi, j'ai été content, j'y ai passé 2-3 demi-journées pour leur filer un coup de main. Voilà, j'étais heureux de pouvoir contribuer. L'autre volet qu'on a choisi de travailler avec eux, c'est finalement cette relation de travail conjointe sur l'ATM, où quand on est kiné, on peut traiter de l'ATM. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on voit le plus dans notre formation initiale, ce n'est pas ce sur quoi on est le mieux préparé au départ, mais finalement, c'est une articulation comme une autre, avec des muscles, des ligaments, des surfaces articulaires, des glissements et tout. Et notre rôle de kiné, c'est de pouvoir l'évaluer, évaluer d'éventuelles dysfonctions. On a un certain nombre, pour ceux qui n'en pratiquent pas, évidemment, hein, je le dis, pour les autres, j'imagine que vous le savez, mais on a des troubles de l'occlusion, des troubles de l'ouverture, des douleurs qui peuvent être liées à ça, et on a un lien quand même assez fort entre, d'ailleurs on a un atelier demain matin là-dessus, sur les céphalées, donc troubles assez forts avec des douleurs de mâchoire, mais des dysfonctions de cervicales et des céphalées migraines qu'on peut retrouver avec. Et là, notre rôle de kiné est vraiment important. Et donc là, sur ces vidéos-là, j'ai été aidé de mon collaborateur qui fait beaucoup d'ATM, Raphaël Loire. Et on a tout un champ qui peut aussi arriver après un travail chez le dentiste, où parfois quand on a la bouche ouverte pendant un long moment, un peu important sur la quantité d'ouverture et la durée de cette ouverture, et avoir derrière des douleurs, voire des subluxations. Et encore une fois, notre rôle de kiné, c'est de pouvoir les traiter, mais c'est aussi d'avoir, quand on fait de l'ATM, peut-être 2-3 dentistes référents avec qui on travaille, et eux-mêmes n'étaient pas trop au courant de ce qu'on peut faire, en fait. Voilà. Donc on a un rôle là un peu d'évangélisation, on va dire, c'est-à-dire de pouvoir expliquer aux dentistes que nous, kinés, on a ce rôle. Alors ça revient vraiment à ce que tu disais. Hein. Je voulais compléter sur ce que tu disais, et j'ai une question à vous poser, notamment pour celles et ceux qui font de la rééducation maxillofaciale. Est-ce que le sujet de la céphalée, et notamment de la céphalée de tension, est un sujet que vous avez l'occasion de beaucoup aborder avec les chirurgiens dentistes, ou pas trop? Est-ce que c'est quelque chose sur lesquels ils sont au fait? Que nous, finalement, en formation, on commence à se rendre compte à quel point la céphalée, ça n'est pas que de la migraine classique, et qu'il peut y avoir de la céphalée de tension, où on peut avoir une interaction maxillofaciale assez importante, ou de la céphalée cervicogénique, sur lequel on a un certain nombre de thérapies qui peuvent être assez efficaces. Mais est-ce que c'est des sujets que vous évoquez, ou vous restez, on va dire, globalement surtout sur l'articulation, on va dire, ATM, dans la mesure où
Vous avez l'impression que leurs connaissances sur les céphalées sont peu présentes. Est-ce que vous avez des échanges avec eux sur ça? Ouais. Oui, globalement, vous les sentez assez au fait sur le fait que le kinésithérapeute peut avoir un rôle à jouer sur la prise en charge des céphalées. Okay. Et pour reprendre un petit peu les travaux qui sont faits, vous voyez ça, c'est un projet. C'est un projet de l'URPS. Ça peut être intéressant aussi d'avoir des retours de votre part. C'est-à-dire que les vidéos sont en accès libre sur le site de l'URPS, mais dites-vous bien que ce sont des kinés et des dentistes de terrain qui ont fait ça. Alors, évidemment, avec pour certains une expertise réelle, mais n'hésitez pas aussi à aller les regarder et aller les commenter et aller donner votre avis et donner vos expériences, parce que finalement, et ça c'est le rôle peut-être plus généralement de représentants professionnels, même si de temps en temps, quand on fait les malins sur Instagram, on ne se rend pas forcément compte, on est d'abord kiné de terrain. On est kiné, on a tous nos cabinets, on voit des patients, et en plus de ça, on est représentant professionnel. Et représentant professionnel, c'est quoi? C'est un exercice qui est un peu particulier parce que c'est parler à la place des autres. Seulement parler à la place de 110 000 kinés, 10 000 kinés en Ile-de-France ou 110 000 kinés au niveau syndical, eh ben, c'est un exercice qui n'est pas simple parce qu'on a un métier qui est magnifiquement riche. Le problème, c'est que le quotidien d'un kiné qui fait de la rééducation maxillofaciale n'a rien à voir avec quelqu'un qui fait de la rééducation périnéo-sphinctérienne, de la prise en charge des amputés, de la neuropédia ou du pur musculo-squelettique, voire même de la kiné du sport. Ça n'a rien à voir. Donc, plus les organisations professionnelles, de manière générale, hein, même le Conseil de l'Ordre, ont des retours de terrain de votre part, plus ils peuvent être à même de les faire évoluer. Parce que on peut reprocher souvent aux organisations professionnelles, et c'est probablement, si tout le monde fait le reproche, c'est que ça doit être en partie vrai, c'est que les organisations peuvent être déconnectées du terrain. Pour certains peut-être, mais l'enjeu surtout, c'est que le terrain aille voir aussi ces organisations-là. Chacun peut s'y engager d'une manière ou d'une autre, mais surtout à dire, moi je vous dis comment je vis mon quotidien, je vous donne cet élément-là supplémentaire pour que vous puissiez m'expliquer comment ça fonctionne. Par exemple, moi je ne fais pas de rééducation de cancer du sein, et je ne fais pas de rééducation maxillofaciale. Par contre, on est en lien notamment avec la Cyclo-MF, donc la société savante peut-être dont vous êtes adhérente et adhérent, pour se dire, quand on négocie avec l'assurance maladie, quels sont les éléments qu'on doit mettre en avant. Est-ce que la rééducation maxillofaciale, c'est une rééducation qui se fait relativement rapidement? Ce que nous disent par exemple les collègues vestibulaires, c'est plutôt rapide. Bah oui, mais pas forcément, parce que finalement, quand on est dans une prise en charge post-cancer de la face, bah, ça peut peut-être prendre plus de temps, ou post-opératoire, ça peut peut-être prendre plus de temps que juste une petite dysfonction. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut nous donner, parce que en tant qu'iné, Sébastien a fait beaucoup d'épaules dans sa carrière, donc je pense qu'au niveau de l'épaule, il a moins de choses à apprendre que nous, mais en dehors de l'épaule, peut-être qu'il aura besoin d'aide, et moi de mon côté, j'ai mon expertise, mais elle n'est pas sur tout le champ de métier. Donc en tant que représentant, on a besoin de vos retours de terrain pour comprendre votre quotidien, parce que 109 000 quotidiens nous permettent de mieux traduire la réalité de ce qu'est la kiné auprès des institutions. Ouais, tu as complètement raison, et je voulais revenir sur le tout début de l'explication sur les URPS. Elles ont deux rôles pour moi, deux missions distinctes. La première, c'est vous représenter, et c'est très important de vous représenter. Il faut quand même vous imaginer qu'on est dans un écosystème de la santé, dans une région où il faut absolument que la kinésithérapie existe. Moi, je me suis retrouvé à des réunions sur le handicap, dans le plan régional de santé, donc c'est la mise en place des différents plans de santé au niveau de la région, où il n'y avait pas une seule fois le mot kinésithérapie dans le plan mis en place par la région, sur le handicap. Donc ça, c'est un des premiers rôles de l'URPS, c'est de faire exister la kinésithérapie dans les différents plans de santé. Le deuxième, et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est les projets. Et en fait, donc, j'ai été secrétaire général de l'URPS Occitanie pendant 10 ans. Nous, on l'a toujours vu comme un laboratoire d'idées. Une URPS, c'est un laboratoire d'idées. Et le but, c'est que ces idées soient développées sur le terrain, comme celles que Xavier nous a présentées. Et pourquoi pas que ces idées soient ensuite reprises dans le champ commun et deviennent des idées nationales. Je vous donne un exemple, la prévention au milieu scolaire. Vous êtes au courant, il y a une expérimentation qui existe dans les départements. Cette idée, elle est quasiment née, elle est née avec M. Tondo à l'époque, au SNMKR, mais elle s'est développée à l'URPS Occitanie, avec Nicolas Machuret, qui pilote d'ailleurs le projet. On l'a développé en URPS avec les fonds de l'URPS, avec des kinés qu'on a formés en Occitanie. Et ensuite, on est allé toquer à l'assurance maladie au moment de la signature de l'avenant en disant « on a un projet, nous, on peut intervenir en CM1, on est capable d'aller parler de sédentarité aux élèves de CM1, on est capable d'aller dépister des scolioses. » Et du coup, ce projet est devenu un projet conventionnel. Donc c'est vraiment, l'URPS, c'est aussi un laboratoire d'idées. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, à l'URPS, les élus, ils sont là pour faire fonctionner la machine. Mais n'hésitez pas à aller voir vos URPS avec vos projets. Vos URPS sont preneuses de vos projets. Vous avez un projet, vous mettez en place de l'activité physique adaptée dans votre cabinet,
vous avez quelque chose d'innovant, vous travaillez avec le centre de cancéro juste à côté de chez vous, ça c'est un projet qui peut se développer, qui peut devenir un projet grand public très large. Et les URPS sont là pour ça. Il y a du financement pour ça. Et c'est une manière, voilà, il y a les deux, la représentation et la capacité de mener des projets de santé publique et de faire exister la kinésithérapie comme ça. L'objectif de cette conférence, évidemment, ce n'était pas de faire un cours complet sur l'ATM, hein, parce que c'est ni le lieu ni l'endroit, on va dire. Il y a des formations spécialisées pour ça. Hein. Il y en a pas mal sous différents formats et tout. Il y a un premier niveau, je pense, qui est juste au moins déjà de comprendre comment ça marche et de réussir à traiter un peu les muscles sur un mode très articulaire, finalement, ou très appareil locomoteur, comme on le fait sur un genou. Hein. Enfin, je pense que voilà, il y a pas beaucoup plus compliqué que ça. Après, il y a des choses beaucoup plus poussées en neurolingual, en chirurgie post-cancer, post-trauma de la face et tout. Là, on rentre sur des choses plus techniques. Est-ce qu'on a tous envie d'aller jusque-là? Peut-être pas. Mais du coup, voilà, ce sujet de l'ATM, en tout cas, est de faire connaître nos compétences réciproquement. Et de pouvoir expliquer, nous, en tant que kiné, ce qu'on sait faire sur de l'ATM. Moi, franchement, les dentistes que j'ai rencontrés à l'URPS me disent on avait bien une vague idée que vous touchiez un peu voilà, que vous faisiez de la rééducation, mais la réalité de ce que vous faites et de ce que vous savez faire, on ne le maîtrise pas du tout. Voilà. Donc notre rôle, c'est de dire, on va essayer de le faire découvrir. Voilà. Et là, c'est ce rôle de passeur un peu. Hein, dans le Sud-Ouest, on joue au rugby, c'est la bonne passe à la bonne personne, et c'est de pouvoir leur dire, allez, on va pouvoir faire quelque chose. Il y a un autre endroit qui permet également cela. Est-ce que certains d'entre vous sont en exercice coordonné dans une maison de santé ou une CPTS? Ouais. Levez la main pour qu'on voit. Ouais. Ok. Là aussi, le but de la santé, on se rend compte que finalement tout le monde fonctionne en silo et que chaque profession ne parle pas avec celle d'à côté. Tu viens de le dire avec les dentistes. C'est vrai sur absolument tous les sujets. L'URPS, c'est un des moyens de commencer à discuter entre les professions, mais il y en a un qui est beaucoup plus proche de vous, c'est l'exercice coordonné. Donc c'est la maison de santé pluriprofessionnelle ou alors la CPTS, qui a un territoire un petit peu plus vaste. Est-ce que vous savez, et là on va en arriver, on parlait du sujet de la prescription médicale, mais finalement pour prendre en charge de l'ATM dans une maison de santé, il n'y a plus besoin de prescription médicale. Vous avez l'accès direct. Vous savez? Maison de santé? Qui fait de l'accès direct? Qui a déjà vu des patients en accès direct? Oui, tu es inscrit sur le site de l'ARS, enfin du ministère. Ok. Et tu as déjà pris des patients en accès direct? Ouais. Donc après, il faut que ce soit connu. Voilà, il faut le faire connaître aux patients, etc. Je pense que c'était important de le dire aussi. C'est dans le Var, l'Arbam, ouais. Donc voilà, je pense que c'était important de le dire aussi. L'exercice coordonné, c'est finalement cet espace plus près où on peut aussi y mener des projets. D'accord, dans une MSP, dans une CPTS, on peut mener des projets. Plus il y a des kinés dans les bureaux et dans les organes de direction des MSP et des CPTS, plus vous allez pouvoir faire monter des projets comme celui-ci, comme d'autres, comme la prévention en milieu scolaire, etc., que vous allez pouvoir mettre en place. Et là aussi, il y a des financements pour ça. Il y a des financements pour sortir de son cabinet, aller faire de la prévention et des projets. On a l'art de râler que rien ne se passe. On a l'art de critiquer l'ordre, qui n'est pas parfait. Hein. On a l'art de critiquer nos syndicats, qui ne sont pas parfaits, même si je pense qu'on a le meilleur président là à côté de nous. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que ça change, en fait? On peut toujours râler sur notre profession ou ce qui ne se fait pas dans notre profession. L'idée, c'est là, vous avez quelque part un endroit, un territoire, un moyen pour aller développer éventuellement des projets ou pour pouvoir essayer de porter des projets, pour essayer de changer notre profession, d'améliorer notre profession, d'améliorer la prise en charge des patients. Et je pense que c'est une chance que les kinés connaissent peu, et je pense que c'est bien de pouvoir le mettre en avant. Et vous parliez d'identification et du fait que, justement, on travaille en silo de temps en temps. Mais nous-mêmes, on a du mal à savoir ce que font les autres. Alors peut-être que celles et ceux qui font de la rééducation maxillofaciale comprennent un peu mieux que les autres ce que font les dentistes si vous travaillez bien avec eux. Mais nous-mêmes, est-ce qu'on saurait donner la définition parfaite de ce qu'est un ergothérapeute, un psychomotricien? Oui, on sait l'expliquer en quelques mots probablement. On sait à quoi ça ressemble. Mais de là à être beaucoup plus dans le détail, c'est compliqué. Et c'est aussi pour ça qu'il faut se rendre compte que de temps en temps, on a l'impression que la kinésithérapie est mise à mal et qu'il y a un complot contre la kiné, que la kiné va disparaître, etc., etc. Non. Par contre, ce qui est sûr,
c'est que si nous ne sommes pas capables de parler des autres, personne ne parlera de nous. En référence à ce que tu disais sur cette fameuse réunion handicap où il n'y a pas eu de kinésithérapie, la kinésithérapie n'avait pas été évoquée, mais c'est normal, il n'y avait personne pour en parler. Il n'y avait personne pour en parler. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, l'accès direct est peut-être aussi un des leviers pour améliorer cette pluridisciplinarité, que ce soit avec les dentistes, que ce soit avec les médecins, avec les autres professions. Pourquoi? Parce que historiquement, nous avons été un métier que nous avons été autorisés à faire, parce qu'il y a près de 80 ans, les médecins ont dit « vous avez le droit de faire ça ». Depuis quelques temps, avec l'accès direct, encore une fois, qui ne peuvent pas se faire partout. Pour l'instant, c'est que dans les maisons de santé, et si vous êtes en CPTS, dans l'un des 20 départements tests. Donc, ce n'est pas encore partout en France. Hein. Mais voilà, il y a certains départements comme le 83, le 78 en Ile-de-France, ou le Loiret chez moi, où on peut en faire. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est justement d'améliorer cette identification. De ne pas nécessairement attendre que ce soit les autres professions médicales qui nous disent si on est apte d'accueillir quelqu'un. Donc, ça va être quelque chose de très important pour montrer, regardez, je sais accueillir quelqu'un, je sais, c'est un peu caricatural ce que je veux dire, je sais ne pas le tuer, je ne suis pas médecin, mais si j'accueille quelqu'un en accident, je ne sais pas le tuer. Pourquoi? Parce que, et notamment les jeunes générations, mais les plus anciennes, on se forme aussi. On sait identifier les situations de soins dans lesquelles on sent que ça sent pas bon. Une lombalgie où la personne elle vient avec une rougeur énorme dans le dos, elle a de la fièvre, elle a perdu 6 kilos, elle dort pas la nuit, elle a une douleur 24-24. C'est pas une lombalgie commune. Et on sait très bien identifier que ça sent pas bon. Dans les pathologies maxillofaciales, c'est la même chose. Et c'est aussi un levier peut-être pour que ce soit nous, pour une fois, qui allions vers les autres professions, en disant j'ai accueilli ces patients-là en accès direct, j'ai repéré qu'il n'y avait pas de signaux de gravité qui m'empêchent de faire de la kinésithérapie, j'ai commencé à faire ça, voilà ce que j'en pense, et éventuellement, voilà les questions sur lesquelles je ne me sens pas encore capable de répondre. Mais ça, on ne l'a jamais fait, mais parce que historiquement, on n'a pas été amené à ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une exigence envers nous-mêmes, et ça pour le coup, c'est un peu le représentant syndical qui parle, une exigence envers nous, et aussi qu'on se dédouane de quelque chose. L'exigence envers nous, c'est que clairement, il faut qu'on fasse encore plus nos bilans. Et nos bilans, le bilan, c'est le gage de sécurité quand vous avez un problème avec la Sécu. Bon, je vais dire, si vous avez des problèmes avec la Sécu, nous, ça nous fait vivre parce que vous aurez besoin de nous. Ok, super. Mais on préfère que vous n'ayez quand même pas de soucis. Le bilan, c'est le gage de sécurité. Et on sait qu'il y en a beaucoup qui le facturent. On sait qu'il y en a aussi beaucoup qui ne l'écrivent pas encore. Et ça, je peux le dire à voix haute parce que l'assurance maladie, normalement, n'est pas là ce matin. On les a pas invités. Ça, c'est l'exigence qu'on peut avoir. Maintenant, quand les médecins nous disent qu'on n'envoie pas assez nos bilans, ils ont raison. Maintenant, avez-vous déjà régulièrement reçu autre chose qu'un papier disant rééducation 2 ? Finalement, on est en accès direct depuis toujours. On a juste reçu un papier disant la personne a mal au dos, la personne a mal à la mâchoire, la personne, elle est tombée dans les escaliers. Ok, d'accord. Mais en fait, on est en accès direct depuis toujours. Parce que depuis toujours, vous devez identifier les drapeaux rouges. Donc, cet accès direct, c'est un moyen de... Je ne vais pas dire prendre le lead parce qu'il n'y a pas de combat entre les professions, mais de prendre la main sur notre propre profession pour aller aussi vers les autres, de prendre notre place, voilà, exactement, de prendre notre place et d'aller dire, voilà, j'ai accueilli ces patients-là. Et honnêtement, l'accès direct, ça se passe bien. Petite anecdote, le premier patient que j'ai reçu en accès direct, c'était un médecin. Et quand je lui ai dit que c'était mon premier patient en accès direct, il m'a dit, ah, mais parce qu'en fait, avant, il fallait absolument une ordonnance du médecin pour venir voir le kiné. Mais c'est complètement con. C'est pas moi qui l'ai dit. Pour faire le lien avec les dentistes, jusque dans les années 60, avant d'aller chez le dentiste, il fallait aller chez le médecin. Et puis on disait au médecin, oh là. Et puis le médecin lui disait, ah bah oui, ah bah dis donc, il faut aller chez le dentiste. Vous voyez, vraie utilité. Et quelque part, sur un certain nombre de sujets, ce qu'avait dit Agnès Buzyn à l'époque, au moins lombalgie, commune aiguë et traumatisme de la cheville, on peut donner l'accès direct. Et en conférence ici avec François Ranou, en septembre 2019, quand je lui avais demandé, il m'avait dit, j'ai qu'un regret, c'est qu'on donne l'accès direct au kiné pour essayer d'améliorer les urgences, alors qu'en fait, on devrait juste vous donner l'accès direct parce que vous êtes compétent pour le faire. Je pose juste la question, et je rejoins un peu ce que disait Guillaume, sommes-nous totalement tous compétents pour le faire ou pas, et dans tous les domaines ou pas? Ça veut dire qu'on se doit une petite exigence, un petit gap, un petit changement de paradigme, où on a pu connaître des années où on faisait ce qu'il y avait écrit sur l'ordonnance, et comme en même temps, je rejoins Guillaume, il y a souvent soit rien d'écrit,
soit un truc écrit mode tarte à la crème, avec une pertinence modérée. Et du coup, on a un intérêt à développer notre... Alors moi, j'aime pas le mot bilan, même. Moi, je préfère le mot diagnostic, à titre perso. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse du diagnostic. C'est le terme conventionnel. Oui, je sais, hein. Mais dans mon idée à moi, un bilan, ça compare deux choses, deux états, un J1, J2 ou machin. Je préfère vraiment cette logique du diagnostic, c'est-à-dire de déterminer la cause du symptôme pour lequel on me l'envoie. Et à ce moment-là, quand je connais vraiment la cause, voilà, mais c'est juste un peu de sémantique, mais c'est pour le fun, quoi. Juste pour préciser, parce qu'on entend tout et son contraire, la joie des réseaux sociaux, de poser la question aux réseaux sociaux. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, s'il vous plaît, quand vous avez une question, ne la posez pas sur les réseaux sociaux. Posez-la à un responsable syndical, vous allez gagner 3 mois, 6 mois. Cela étant dit, il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est que l'accès direct, c'est toute pathologie. Ce n'est pas lombalgie et entorse de cheville, c'est toutes les pathologies jusqu'à 8 séances. Et s'il y a un diagnostic médical, il n'y a pas de limite de séance. C'est quand même une avancée qui est quand même assez majeure. Pourquoi on confond avec la lombalgie et l'entorse de cheville? C'est parce qu'avant, mais toujours maintenant, mais de moins en moins utilisé, il y avait les protocoles de coopération. Quand vous étiez en maison de santé pluriprofessionnelle, vous pouviez mettre en place un protocole de coopération sur la lombalgie et l'entorse de cheville avec votre médecin pour avoir une délégation de tâches. L'accès direct, c'est toute pathologie jusqu'à 8 séances. Et si vous avez un diagnostic médical, donc votre patient est en ALD, vous avez tous les documents qui prouvent qu'il a une pathologie qui est déjà connue. Dans ce cas-là, il n'y a pas de limite de séance. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et peut-être, dernier élément pour... c'est jusqu'à 9h30, hein, 10h30, pardon, à peu près, en théorie. On a jusqu'à 45. Ok, bon. Quelque chose de très important, parce que c'est vrai que ça peut questionner, et d'ailleurs ça questionne notamment la profession de médecin, c'est oui, on a obtenu l'accès direct dans toutes les situations. Ce n'est pas la même chose que les protocoles de coopération, où ces protocoles c'était très spécifique et on avait la possibilité de prescrire des radios, des arrêts de travail, etc. Là, ce n'est pas le cas. Là, l'accès direct, c'est juste une nouvelle modalité d'exercice, mais on est à compétence constante. Il n'y a rien qui change. On a juste une responsabilité. Et j'ai même envie de dire non, la responsabilité, on l'avait déjà. C'est juste qu'on pensait ne pas l'avoir parce qu'on pensait être protégé juridiquement par la prescription médicale. Vous n'avez jamais été protégé juridiquement par la prescription médicale, hein. Vous êtes totalement autonome et indépendant dans le choix de vos actes et techniques. Si depuis 20 ans, vous n'avez pas repéré de drapeau rouge, vous êtes responsable. Ce n'est pas le médecin. Donc l'accès direct, ce n'est même pas plus de responsabilité, c'est juste qu'on réalise en fait qu'on en avait peut-être plus que ce qu'on imaginait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, certains disent, oui, mais est-ce qu'on est compétent pour tout? La réponse est non, mais en fait, comme aujourd'hui, on a un texte qui s'appelle le Code de déontologie qui dit qu'on n'accueille les patients que pour lesquels on se sent compétent. Et bien l'accès direct, ce sera la même chose. Qui fait que moi, j'ai toujours refusé de prendre quelqu'un en rééducation vestibulaire. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Et ce serait une erreur déontologique que je le fasse. Par contre, dans plein d'autres pathologies, je me sens OK pour prendre des patients en accès direct. Donc vous, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se former, évidemment. Continuez à vous former massivement. Néanmoins, ne vous mettez pas trop de freins sur le fait que si vous vous sentez compétent, faites-le. Et je peux vous assurer que certains craignent qu'il y ait des kinés qui fassent tout et n'importe quoi. Clairement, la petite proportion de professionnels qui fait mal à notre profession, qui n'est pas importante mais qui est là, et qui prend 6-7 patients par demi-heure dans des grands plateaux techniques à faire que du vélo, ça existe. Est-ce que vous pensez vraiment que ce sont ces gens-là qui vont aller se lancer dans de l'accès direct en maxillofacial ou en vestibulaire? Je vous avoue qu'ils n'ont aucun intérêt déontologique et financier, donc je ne suis pas très inquiet sur le fait que ceux qui se lanceront dans l'accès direct, ça ne va pas être des têtes brûlées. Est-ce qu'on peut donner les chiffres? Tu te souviens des chiffres? On a eu les premiers chiffres du nombre d'actes en accès direct en maison de santé pluriprofessionnelle. 300 000 actes en accès direct la première année où ça a été mis en œuvre. 0 événement indésirable. Voilà. C'est assez important, hein. Est-ce que tu peux nous rappeler, Guillaume, aujourd'hui, donc, je suis kiné, est-ce que je peux faire de l'accès direct? Ou dans quelles conditions? Dans quel département Alors, si je réponds stricto sensu à ta question, est-ce qu'on peut faire de l'accès direct? Oui, depuis 80 ans. Ça s'appelle le champ non thérapeutique. Dans le champ non thérapeutique, on a l'accès direct. Donc c'est une erreur de dire qu'on n'a pas l'accès direct. Maintenant, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la fameuse phrase dans la loi qui dit que lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les kinésithérapeutes pratiquent leur art sur prescription médicale. Cette phrase-là existe toujours. Mais il y a d'autres éléments qui ont été rajoutés. Si vous exercez dans une maison de santé, ça c'est depuis 2023, vous pouvez pratiquer votre art sans prescription médicale, en maison de santé.
vu qu'il n'y a pas de précision, c'est toute pathologie. Sans délégation. Mais pas de délégation, évidemment. Ça ne veut pas dire que vous avez le droit d'un coup de prescrire des radios. Voilà, c'est une autre compétence, ça. Vous n'avez pas le droit de faire des infiltrations dans le genou, de prescrire des anti-inflammatoires. Est-ce que ça viendra? Peut-être. Est-ce que c'est souhaitable? Peut-être. Ce n'est pas le débat. Mais c'est toutes les pathologies. Et en plus, et pourquoi c'est aussi compliqué? Tout simplement parce que vous dites bien qu'il y a eu des réticences politiques ou corporatistes qui ont fait qu'on n'a pas pu l'étendre autant qu'on voulait. L'État a accepté de tester également dans certains départements hors maison de santé. Et donc le hors maison de santé, les députés et sénateurs ont considéré que c'était bien quand même de prouver que les gens étaient en CPTS. C'est pour ça que si vous êtes en CPTS, dans l'un des 20 départements tests, je vous avoue, je ne vais pas vous les dire à votre parce que je ne les connais pas tous, mais sur le site, tu les as, et sur le site du SNMKR, sur le site de l'Ordre, vous les avez tous. Vous pouvez exercer en accès direct si vous déclarez que vous êtes en CPTS. Et pour rappeler la dernière chose, et je m'arrêterai là, si il n'y a pas de diagnostic médical établi, c'est limité à 8 séances. S'il y a un diagnostic médical établi, c'est séance illimitée ou alors on respecte les référentiels. Que veut dire diagnostic médical non établi? Premier épisode de soins pour lequel le patient n'a jamais vu ni de médecin ni de kiné. D'accord? C'est la première fois que la personne se flingue le dos, c'est 8 séances. C'est quelqu'un que vous voyez pour une récidive de lombalgie et vous la voyez 5-6 séances tous les ans, le diagnostic médical est déjà établi, vous n'avez pas cette limite de 8 séances. Par contre, vous avez toujours une obligation de traçabilité. Il faudra dire au médecin que vous l'avez vu, même s'il va mieux. Il faudra lui dire au médecin que vous l'avez vu et que vous avez fait ça et que le patient est toujours vivant. Je pense que c'est une avancée majeure. Je cite toujours Spider-Man à ce moment-là. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Si on veut ce pouvoir et si on choisit de prendre ce pouvoir, il faut le prendre en toute connaissance de cause. Et effectivement, il faut être au taquet sur les drapeaux rouges, respecter cet engagement primum non nocere, premièrement ne pas nuire. Et du coup, ça veut dire être formé, être un peu sensible au sujet. Par exemple, nous, dans notre cursus de thérapie manuelle, c'est le fondement et c'est la base de tout le reste. On a aussi une formation justement pour aider les gens à l'accès direct qui ne se sentiraient pas aisés pour le faire. Au SN, on a Étienne qui fait ça. L'UNREC, Étienne Panchou, qui est super top, qui fait ça magistralement. Enfin voilà, on a cette envie. Et on a cette envie d'accompagner justement les consoeurs et confrères sur cette voie parce qu'on pense que c'est la voie de l'autonomie, c'est le fait de prendre notre place, c'est le fait d'être autonome, d'être responsable. Et moi, c'est un sujet sur lequel Robert Nico, qui était là hier, qui a été mon prof à l'école, il y a 27 ans, nous gonflait déjà avec ça en disant « un jour, ça arrivera ». Et je suis content, il l'aura vu finalement. Et peut-être pour conclure un petit peu sur le sujet initial et sur ce qu'on dit là, l'essentiel est par contre de rappeler que nous sommes kinés. Ne nous prenons pas pour des médecins. Nous ne sommes pas médecins, nous n'avons pas de diagnostic médical. Par contre, nous sommes les meilleurs en diagnostic kiné. Ne nous prenons pas pour des dentistes qui ne connaissent pas forcément tout ce qu'on fait, mais on ne connaît pas tout ce qu'ils font non plus. Donc allons vers eux pour leur faire comprendre qu'on a un rôle essentiel à jouer, sans jugement. Parce que finalement, c'est un petit peu ce qu'on subit aussi, notre profession. On a l'impression que les gens jugent ce qu'on fait, mais parce qu'ils ne nous connaissent pas. Donc voilà, l'accès direct, ça n'est pas se prendre pour un médecin. Vous n'êtes pas aujourd'hui formé à faire du diagnostic médical. Vous êtes formé à dire ça, je sais faire, ça, je ne sais pas faire. Et c'est là où il faut qu'on fasse collectivement attention à ne pas dire non mais les médecins c'est une catastrophe, etc. Ouais, sur la prescription de kiné, c'est une catastrophe. Ok, mais le diagnostic médical, ils sont excellents dedans et on ne peut absolument rien leur dire. La seule chose que nous on veut, c'est prendre notre place et leur faire comprendre que justement, nous on veut faire de la kiné pendant qu'eux, ils font de la médecine et nous on ne veut pas faire de médecine. On ne veut pas avoir les AVC qui arrivent chez nous à la place d'avoir appelé le 15 ou même une luxation d'épaule, même si c'est, il y a un petit peu c'est l'appareil locomoteur qui déconne. La réduction de luxation d'épaule, ce n'est pas un truc qu'on a vu en formation initiale. Donc voilà, ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas. C'est l'évolution. On a des discussions en ce moment en interpro qui sont très intéressantes, syndicats, ordres, représentants et sociétés savantes. Et finalement, notre profession, elle est en train de passer du statut de technicien à celui d'ingénieur. On est en train de devenir des ingénieurs en santé. On est capable de faire notre bilan, on est capable de notre prise en charge. Et la question qu'on se posait, c'était est-ce que finalement le kiné de dans 20 ans, ce ne sera pas un kiné expert? Technicien, ingénieur, expert.
C'est la seule manière qu'on aura, nous, d'exister dans le système de santé et de prendre notre place dans ce système de santé qui est en pleine mutation, avec des besoins de dépenses qui vont augmenter, la situation économique que vous connaissez. Il faut qu'on soit capable, nous, de dire, mais là-dessus, nous, on peut faire. Nous, l'accès direct, on est capable de prendre des entorses de cheville qui n'auront pas besoin d'aller aux urgences. On va économiser du temps médical parce que les médecins généralistes, ils n'ont pas que ça à faire, des ordonnances pour aller faire des rééducations d'entorses de cheville. Donc il faut qu'on prenne notre place dans ce système-là et c'est la seule manière, la reconnaissance passe par là. Il faut qu'on ait cette reconnaissance pour que notre profession évolue, que ce soit financièrement, mais sur d'autres modèles. On a fait un dernier point avec l'URPS dentiste, c'est des vidéos sur le vertige et le VPPB en fait. Et avec deux kinés là, de la région qui sont top, qui font que du vertige et qui expliquent hyper simplement en fait cette logique de canal semi-circulaire et qui fait que quand je me mets la tête en arrière, les cristaux vont dans le bas du truc et quand je me relève, bah, ils vont tout au bout dans un endroit où ça peut pas revenir tout seul en fait. D'où le besoin de la manœuvre pour les vertiges et il y en a une par canal semi-circulaire. Voilà, c'était hyper bien. En une vidéo, j'ai tout compris. Ça ne veut pas dire que je suis devenu un expert du vestibulaire, hein, on est bien d'accord. Mais au moins, j'ai compris, c'était simple. C'est la première fois que je captais le truc, en fait. Alors, peut-être aussi la première fois que je m'y intéressais. Comme quoi, quand on commence à s'intéresser à des choses, on peut comprendre. Voilà. La conclusion, c'est aller sur les sites internet des URPS de vos régions. Il y a plein de choses. Et peut-être des projets dans lesquels vous allez pouvoir rentrer, voire même créer des projets vous-même qui seront portés par l'URPS. On se retrouve demain, tous les trois, à la même heure. Plus pour parler du RPS demain, mais pour parler encore un peu plus syndicat, argent, pognon. Il n'y a pas de honte, hein, c'est le nerf de la guerre. D'essayer justement de sortir de ce modèle. Je dis souvent, les kinés n'ont pas faim. On est alimenté par sonde nasogastrique. On trouve ça dégueulasse. Ça nous ballonne, c'est pas top. Mais comme on n'a pas vraiment faim, on ne se bouge pas pour vraiment changer les choses. Voilà. L'idée, c'est comment on se bouge pour changer les choses. Alors, il y a là plusieurs conférences pendant les 3 jours sur du HN, des choses comme ça. Mais il y a aussi porté par le SN, par Guillaume notamment, et toute l'équipe, hein, le comment on pourrait trouver un modèle intermédiaire. Et du coup, c'est ce dont on parlera demain. Comment sortir du fait qu'aujourd'hui, on n'a aucun intérêt financier à bien travailler parce qu'on est uniquement payé à l'acte et qu'aujourd'hui, aucun intérêt de faire de la qualité, il suffit de faire de la quantité et tout va bien. Et l'assurance maladie décide de ne pas contrôler ce qui ne fonctionne pas chez nous. On a essayé de penser un modèle, on pense l'avoir trouvé et donc on vous le présentera demain. Voilà. Merci pour votre présence et puis très bonne journée. Merci. C'était cool. On s'est rodé pour demain.